Hier, une manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Lomé, 600 000 dit-on, selon l'opposition. C'était à l'appel du collectif Sauvons le Togo. Ces manifestants demandaient l'application des recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, une mobilisation qui intervient à quelques mois d'une échéance majeure, les législatives d'octobre prochain. Faut-il s'inquiéter d'un regain de tension au Togo et comment expliquer aujourd'hui l'interminable crise politique dans ce pays? Nous en parlons avec un invité, notre invité du jour, Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, c'est l'ANC, opposition togolaise. Éric Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai envie de vous demander, alors, depuis hier, depuis ces manifestations, quelles sont les nouvelles que vous avez aujourd'hui du pays? Les nouvelles ne sont pas très bonnes parce que hier, vous savez qu'il y avait un peu plus de 600 000 personnes dans les rues de Lomé, soit environ 60% de la population de Lomé, ses environs, ce qui correspond à peu près à 10% de la population togolaise, c'est ça, puisque le Togo compte environ 6 300 000 habitants. Donc c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation au Togo pour crier le ras-le-bol du peuple togolais face au régime RPT, le régime de la famille Gnassingbé, qui sévit sur ce pays-là depuis bientôt 50 ans. C'est ça. Hier, en début de matinée, les forces de l'ordre ont essayé de disperser cette manifestation à coups de gaz lacrymogène et de coups de matraque, ce qui a entraîné quelques dizaines de blessés sérieux. Les militants et les manifestants ont passé la nuit à la place des Cons jusqu'à ce matin, et très tôt ce matin. On a dû exfiltrer d'ailleurs Jean-Pierre Fabre, le leader de votre parti. Il a fallu l'exfiltrer loin de la foule. Hier, quand la répression a commencé, il a été exfiltré effectivement avec quelques responsables politiques de l'opposition. Mais ils sont très rapidement revenus sur les lieux et sont restés avec les manifestants jusqu'à ce matin. C'est ça. Donc, dès ce matin, les forces de l'ordre ont chargé à nouveau, faisant de nombreux blessés. On estime à peu près à 100 le nombre de blessés, mais de blessés très graves, de blessés sérieux, et à peu près 200 personnes d'interpellés. Et parmi ces interpellations, il y a le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Agboudan, il vient d'être libéré d'ailleurs, mais il a été sérieusement molesté, grièvement blessé à la tête. Il est actuellement en train de se faire soigner. D'accord. Jean-Pierre Fabre est actuellement en lieu sûr, ainsi que les principaux responsables. En lieu sûr et inconnu pour l'instant du grand public. Inconnu, oui. Ainsi que les principaux responsables des divers partis et associations qui composent le collectif Sauvons le Togo. On a l'impression d'assister aux mêmes scènes, je dirais, qu'il y a 20 ans. On a l'impression que rien ne change, rien ne bouge, ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes scènes terribles qu'on croyait révolues, quoi. Non, rien ne change, rien n'a changé au Togo depuis 1967. Vous savez, quand il s'agit d'un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui illégitime, il n'a aucun respect pour les populations. Imaginez-vous dans un pays où 10% des populations réclament des discussions, réclament l'ouverture de dialogue avec les partis politiques, mais le pouvoir reste sourd. Et la seule réponse que Faure Gnassingbé a à donner à son peuple, c'est les matraques, c'est les gaz lacrymogènes. Donc c'est aucun respect pour ces populations, parce que M. Faure Gnassingbé n'attend pas le suffrage universel, n'attend pas d'être élu pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Il se contente donc de la force brute pour pouvoir se maintenir. C'est ce que son père a fait pendant 38 ans. Et lui, depuis 8 ans bientôt, il continue la même pratique. Éric Dupuis, vous êtes notre invité dans ce grand débat. Avec vous, nous parlons de l'impossible démocratisation du régime togolais. Nous faisons le point sur la situation au Togo au lendemain de cette manifestation qui a réuni hier à Lomé 600 000 personnes au bas mot. Restez avec nous, on va reprendre le débat dans quelques instants. On marque une pause pour la publicité. Restez avec nous, donc à tout de suite. Africa numéro 1, 2 heures d'actualité et de débat, c'est avec Francis Laloupeau dans le grand débat. Avec notre invité, Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, opposition togolaise, et les débatteurs polémistes de l'émission, Apollinaire Ngolo et Maître Dominique Kounkou. Nous parlons de la situation politique au Togo. Alors, Éric Dupuis, il faut quand même rappeler donc la revendication, donc au cœur de ces manifestations, en tout cas hier, deux revendications essentielles, l'application des recommandations
du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, SCNDH, voilà ça, un rapport qui dénonçait notamment la torture au sein des services de sécurité. Et l'opposition réclame également le retrait immédiat et sans condition de projets de loi relatifs au code électoral et au découpage électoral. Alors l'ANC, votre parti, accuse notamment le pouvoir de vouloir passer en force et d'organiser unilatéralement ces élections. Alors finalement, on a l'impression que pour ces élections qui sont donc prévues pour octobre prochain, avant même qu'elles aient eu lieu, elles sont déjà contestées et contestables. Oui, parce que le pouvoir RPT a cette manière spéciale d'organiser les élections au Togo, c'est-à-dire des élections fraudées d'avance. Nous savons aujourd'hui que le fichier électoral togolais est totalement corrompu, puisqu'il compte environ 360 000 électeurs fictifs par rapport à la réalité. Nous l'avons déjà dénoncé à maintes reprises. Et en plus de cela, les réformes institutionnelles et constitutionnelles prévues par la PG n'ont toujours pas été mises en œuvre. Et ceci depuis 2006. Comme d'habitude, le pouvoir RPT attend le dernier moment pour pousser les partis politiques à aller vers des élections dans la précipitation. Cette précipitation favorise le pouvoir RPT qui organise très aisément les fraudes électorales. C'est ça. Et nous disons que non. Mais là aussi, on se dit, il y a rien de nouveau, quoi, à l'horizon. Hein. Alors, on va poser la question qui est forcément au cœur de ce débat. Ensuite, on verra évidemment tout le développement des questions aujourd'hui qui préoccupent les Togolais. Est-ce que, je vous pose la question, j'ai presque la réponse déjà. Est-ce que l'alternance au sommet de l'État aujourd'hui, par la voie des urnes, est envisageable dans ce pays? Non, monsieur Lanipo, vous savez très bien que face à un pouvoir autocrate, ce ne sont pas les élections qui règlent le problème. Voilà, donc je vous pose cette question en fait pour pouvoir en poser une autre. Hein. Ouais. Alors je dis, dans ce cas-là, à quoi sert une opposition aujourd'hui au Togo, à part dénoncer, contester, organiser des marches? L'opposition sert à œuvrer pour l'alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... L'alternance c'est impossible pour l'instant. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, pas par les voies des urnes. Pas par les voies des urnes, mais vous savez, le peuple est souverain. Et dans tous les pays, on a vu en Europe, on a vu tout dernièrement en Afrique du Nord, les populations peuvent se soulever et exiger le départ d'un pouvoir autocrate. Et d'ailleurs, c'est la seule solution, d'après moi. Mais est-ce que le peuple togolais n'a pas été trompé, il n'a pas justement raté ses rendez-vous depuis 90 à peu près? Oui, depuis 90 exactement. Il y a eu des manifestations monstres dans ce pays. Il y a eu des marches. Il y a ceux qui ont payé de leur vie, la contestation du pouvoir. Il y a ceux qui se sont exilés, aussi bien au Bénin, au Ghana, en Allemagne et encore ailleurs. Et finalement, on a l'impression que même, je dirais, le souffle révolutionnaire, le souffle de la révolte a été étouffé dans ce pays. C'est exact, vous avez parfaitement raison, mais ce ne sont pas les populations qui ont failli dans cette affaire. Ce sont les leaders. Ce sont les leaders des partis politiques qui s'étaient entre-déchirés. Absolument. Et qui n'ont pas compris l'essence même de leur rôle. C'est-à-dire comment renverser la situation, comment prendre le pouvoir. Et les leaders de l'époque ont pensé à une concertation, à une discussion, à un arrangement avec le pouvoir autocrate. Mais nous avons pour habitude de dire qu'on ne négocie jamais le pouvoir avec une dictature. Dès que le peuple est en mouvement, il faut prendre toutes les dispositions pour pousser dehors un pouvoir autocrate. Je me souviens de tous ces gens qui ont manifesté en faveur de Gilkis Olympio, qui s'est présenté pendant longtemps comme l'opposant historique. Il y a des garçons, des jeunes filles qui sont morts dans les rues. Et je me souviens des lendemains d'élection, de cette élection frauduleuse évidemment qui a amené Faure Gnassingbé au pouvoir, quand les Togolais sont sortis dans la rue pour contester ce pouvoir, pour appeler justement, pour faire, je dirais, un peu la courte échelle à Gilkis Olympio. On lui demandait à l'époque à Olympio de revendiquer ces manifestations, de se porter à la tête de ces manifestations, d'en faire, je dirais, de faire sienne ces manifestations, et il avait dit non. Il s'était tenu en retrait de ces manifestations. Donc beaucoup de Togolais sont morts aussi pour des leaders qui ont failli face à l'histoire de ce pays. Vous avez cité un bon exemple. Monsieur Gilchrist a failli effectivement, et tout dernièrement encore en 2010 a encore failli, parce que Monsieur Gilchrist Olympio aurait pu soutenir la candidature de Jean-Pierre Fabre en 2010 et soutenir sa victoire que tout le monde connaît aujourd'hui. Malheureusement, Monsieur Gilchrist est rentré dans une logique participationniste qui l'a amené à s'approcher du pouvoir autoritaire
de 45 années. Et en 2005, effectivement, Monsieur Gilchrist Olympio n'était pas au Togo, ni avant, ni après l'élection présidentielle de 2005. Le plus près qu'il soit venu du Togo, il est resté au Ghana. Il était resté au Ghana. C'est ça. Or, en ce moment-là, pour soutenir le candidat de la coalition, qui était Akitani Bob, Monsieur Gilchrist aurait dû être sur le terrain et, en tant que leader charismatique de l'opposition, appuyer la victoire de Akitani Bob, ce qui aurait certainement changé la donne en ce moment-là. Absolument. Apollinaire Ngolongolo, votre premier commentaire? Oui, moi je pense que le Togo cristallise toutes les dérives en Afrique après les alternances démocratiques. Le Togo est une illustration grandeur nature de toutes ces dérives. D'abord, la première chose, c'est une succession dynastique. Comme au Gabon, comme en République démocratique du Congo, comme peut-être Ouad allait le faire. Succession dynastique. Manipulation de la Constitution. Fraude électorale. Confusion des pouvoirs. On ne sait plus où se trouve le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, etc. On ne sait plus. Et une répression massive. Violence d'État, oui. Violence d'État. Et quand les manifestants manifestent dans la rue, ce sont des troupes d'élite qui sortent des casernes pour réprimer cela. Donc, nous sommes là face à un régime qui est là au pouvoir, cela a été indiqué depuis près de 50 ans, et qui reste au pouvoir. Alors, quelle est l'alternative? On a parlé de l'opposition. Mais où se trouve cette opposition? Où se trouve la société civile? Où se trouvent les associations? Vous avez un représentant quand même éminent de l'opposition en face de vous, hein, Éric Dupuis. Hein. Or, une partie de l'opposition, non des moindres, a accepté, par exemple, de rentrer dans le système du pouvoir pour se dire, nous allons de l'intérieur changer le système. Or, toute cette opposition est corrompue. Il y a une corruption qui atteint un niveau, bon, je ne parle pas que du Togo, c'est la même chose au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, la crise malienne vient de là. Donc, l'exemple du Togo illustre ce qui se passe en Afrique d'une manière globale. Alors, comment faire pour que la voix du peuple soit entendue lors des élections démocratiques? C'est là la question. C'est-à-dire que permettre à ce que... La seule nuance que j'apporte à votre propos, c'est quand vous dites en Afrique en général, je pense qu'il y a une telle diversité de situations en Afrique, on ne peut pas non plus dire que ce soit non plus applicable. Votre raisonnement n'est pas applicable à toute l'Afrique en général. Hein. Non, mais il y a quand même une différence entre le Botswana et ce qui se passe au Togo quand même. Hein. Qu'est-ce qui a entraîné le printemps arabe en Tunisie et dans... c'est le même, ce sont les mêmes. Oui, mais sauf que beaucoup de pays africains ont fait leur printemps déjà en 90 et que le printemps a été contrarié en quelque sorte au Togo en 91, n'est-ce pas, Éric Dupuis? C'est exact. Je vous l'avais dit tout à l'heure que cette contradiction ou cette contrariété de cet événement était due à peut-être au comportement même des leaders politiques de l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Vous parliez tout à l'heure de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise a pas mal évolué au Togo depuis la scission de l'UFC et la création de l'ANC. Je crois que l'ANC... Il faut préciser l'UFC de Gilchrist Olympio, des forces de changement. Parce qu'il faut préciser que 90% des membres fondateurs de l'ANC étaient issus du bureau national de l'UFC. Hein? Jean-Pierre Fabre était secrétaire général de l'UFC de l'époque. Hein, donc aujourd'hui président de l'ANC. Donc nous sommes issus de l'UFC. Depuis la création de l'ANC, je crois qu'il y a une nouvelle donne au Togo. Puisque le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, œuvre pour le rassemblement des autres partis politiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'ANC travaille au sein d'un groupe de partis politiques qu'on appelle le FRAC, Front républicain pour l'alternance et le changement, hein, qui compte des partis politiques et une association. Mais non content de cela, nous allons maintenant vers une autre structure qui est le collectif Sauvons le Togo, qui regroupe la société civile et les partis politiques. Et dans cette société civile, nous avons nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est ce collectif-là qui mobilise, qui travaille pour la mobilisation des populations, pour exiger
pour exiger la transparence des prochaines élections. Monsieur Dupuis, j'ai une question à vous poser. Apollinaire Ngolongolo. Et quelle est la personnalité, quelles sont les personnalités qui sont aujourd'hui sur le haut de la scène, justement pour porter ces espérances de ces 600 000 personnes qui ont défilé à Lomé. Et ces 600 000, comme on dit, Loméens qui se sont mobilisés, sont organisés autour de qui? Comment peut-on satisfaire leurs espoirs? Est-ce que vous pouvez me citer des noms des responsables politiques qui sont capables de s'approprier ces manifestations pour en faire une transformation politique? Ils sont nombreux. Vous avez le président de l'ANC, bien sûr, qui est mon président, Jean-Pierre Fabre, qui est très connu, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il se bat pour le changement et l'alternance démocratique au Togo. C'est vrai. Vous avez monsieur Kodjo Akbeyome de Obut, qui était un ancien premier ministre du régime RPT. Vous avez le professeur Aimé Goguet de Hadi. Vous avez le professeur Abikessa du PSR. Vous avez également des présidents des associations telles que la Ligue des droits de l'homme, monsieur Pandé Adjaré, Raphaël. Vous avez le président de Cassit, Afang Bedji. Vous avez le coordinateur même du collectif qui est maître Zeus à Javon. Donc ça fait des personnalités, et toutes ces personnalités-là sont mobilisées depuis des années. Ce ne sont pas des personnalités nouvelles dans la politique togolaise. Ça fait des années déjà que ces personnes-là se battent, parce qu'il faut pas oublier que les organisations de défense des droits de l'homme jouent un rôle très important au Togo, dans la mesure où, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'il s'agit d'un État autocrate, il s'agit d'une dictature. Une dictature où les droits de l'homme sont régulièrement violés, où la répression est permanente. Si j'ai posé cette question, parce que à un moment donné, on avait Jules Christ Olympio qui porte un peu les espoirs. C'est très bien que vous ayez cité tous ces responsables politiques, mais il faut que cela soit porté au sommet par un responsable qui apparaît. Nous allons écouter l'auditeur, mon cher Apollinaire. Mais c'est vrai que Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, est un personnage central dans l'opposition togolaise. Il faut que ça se sache, il faut que ça se sait, mon cher Apollinaire. Il faut que on l'entend pas assez. Mais oui, vous n'avez pas entendu ça depuis chez vous au Togo. Non, j'ai entendu une liste qui m'a été faite par notre brillant orateur qui est là. Jean-Pierre Fabre est un personnage central. Je dirais même dans l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest. Il a consacré toute sa jeunesse à la contestation du pouvoir. J'ai vu Jean-Pierre Fabre, je dirais presque vieillir, enfin avoir les cheveux blancs. Voilà, donc c'est quelqu'un. Mais comme Jules Christ Olympio d'ailleurs, comme Jules Christ Olympio, on peut le citer aussi. Mais il faut dire que c'est des personnalités comme Jean-Pierre Fabre qui ont porté Gil Christ pour devenir le président de l'UFC. Parce que c'est pas Gil Christ. Je dirais plutôt que Gil Christ Olympio a été un peu le père de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre a été le fils, et à l'arrivée, Olympio s'est montré comme le père indigne en quelque sorte. C'est l'image que cela donnait. Mais en réalité, ce sont des personnalités comme Jean-Pierre Fabre, comme Isabelle Améganville ou comme Patrick Lawson qui ont porté Gil Christ et qui ont fait de Gil Christ le leader de l'opposition togolaise. Je prends un exemple pour nous allons écouter l'auditeur, mon cher Apollinaire, je vous l'ai dit. D'accord. Vous êtes plus discipliné en général. Aujourd'hui, vous êtes déchaîné. On écoute Monsieur Franck. Prenez votre casque, mon cher Éric Dupuis. Monsieur Franck, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Francis. Nous vous écoutons. Je profite de cette occasion pour saluer Monsieur Dupuis et pour le remercier pour les informations et pour les explications qu'il nous a données à la dernière réunion de l'ANC. Vous savez, je parle avec le cœur serré. J'ai mal et j'ai les larmes aux yeux. Et la question que je me demande, qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Et la deuxième question, je me demande, qu'est-ce que la diaspora togolaise fait ici, actuellement? Les informations que nous avons reçues hier, Lomé nous a donné une bombe au cœur. Centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour dire non à ce clan, pour dire non à Olympio. Et aujourd'hui, voilà, comme ils ont peur, comme ils ont vu la mobilisation, ils ont fait sortir les armes. Mais je dis au peuple togolais de garder la force de cette manifestation, de se lever contre un seul homme pour faire partie. Alors, on a été coupé, je ne sais pas Franck, on ne vous entend plus. Si vous voulez rappeler un peu plus tard, ce serait très bien. Mais on a bien entendu votre émotion en tout cas. Nous allons marquer une pause et nous revenons après la page de publicité. Restez avec nous. Africa numéro 1.
18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Le point sur la situation au Togo avec notre invité Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, opposition togolaise. Le débatteur polémiste Apollinaire Ngolongolo et maître Dominique Nkoun, tout de blanc vêtu. Bonsoir maître. Bonsoir, pardonnez-moi. Merci d'être avec nous en tout cas. J'étais à Lyon en audience, alors bon, j'ai couru pour vous. Voilà. Oui. Alors revenons donc à cette actualité, Éric Dupuis. Alors on parle beaucoup de cette revendication, les Togolais qui demandent donc que soit mis fin aux actes de torture perpétrés par les services de sécurité. Alors, la Commission des droits de l'homme du Togo a quand même désigné certains proches du chef de l'État comme étant impliqués dans ces actes de torture. Je pense notamment à Monsieur Yotrofei Massina, qui est directeur de l'Agence nationale du renseignement, ANR, et le général Mohamed Acha Titipina, qui est chef d'état-major des forces armées togolaises, qui sont désignés dans le rapport de la CNDH, de la Commission nationale des droits de l'homme, comme les principaux commanditaires des actes de torture incriminés. Vous voyez, dans ce contexte-là, comment le pouvoir peut-il répondre aux revendications de la population, puisque on revient toujours au même schéma où le pouvoir énonce de bonnes intentions, de réformes internes, et puis on se rend compte finalement que le pouvoir est à la fois ne peut pas être à la fois le pompier et le pyromane de son système. Mais fort justement, vous disiez que le pouvoir ne peut pas être le pompier et le pyromane. En réalité, c'est le chef de l'État lui-même qui a orchestré ces tortures, ces cas de torture, parce qu'il faut pas oublier que les cas de torture cités dans le rapport de la CNDH, la Commission nationale de défense des droits de l'homme, c'était suite aux tortures infligées aux prisonniers dans l'affaire du coup d'État présumé. Dans laquelle était impliqué le frère même du chef de l'État, Kwachanya Simé. Donc, le chef de l'État avait promis que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que les responsables seraient punis. Et bon, malheureusement, nous connaissons aujourd'hui le nom de toutes ces personnes, mais le chef d'État ne veut rien faire, tout simplement parce que lui-même, il est le commanditaire de ces crimes. Il ne faut pas oublier que au Togo, il n'y a qu'une seule institution qui domine toutes les autres, c'est le chef de l'État. Oui. Toutes les autres institutions de la République sont soumises au chef de l'État. Lui seul a droit à la parole. Oui. C'est ainsi que il n'y a pas longtemps, l'année dernière, 9 députés de l'ANC ont été renvoyé de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, où on est cette affaire justement. Alors, il faut le rappeler aux auditeurs. 9 députés donc de votre parti, l'ANC, exclus de l'Assemblée nationale parce que, dit-on, ils appartenaient à l'UFC, c'est-à-dire l'ancien parti dont vous êtes devenus les dissidents en quelque sorte. Voilà. L'affaire a été portée devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui a donc délivré donc son verdict. Dites-nous. Donc, le premier verdict qui a été délivré disait que les droits de l'homme des 9 députés étaient violés par l'État togolais. C'est ça. Et le Togo a été condamné donc à réparer cette violation des droits de l'homme et à payer une indemnité forfaitaire de 3 millions à chacun des 9 députés. Et les réintégrer au sein de l'Assemblée nationale. Non, il a été dit qu'il faut réparer cette violation des droits de l'homme et payer une indemnité de 3 millions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous a écrit en nous disant que voilà, payer et réparer veut dire payer en réparation. C'est ça. Donc, les 3 millions suffisaient pour réparer le préjudice subi. Nous avons dit non. La justice, la Cour de justice de la CEDEAO a clairement dit qu'il faut réparer la violation des droits de l'homme. Réparer la violation des droits de l'homme, ça veut dire le retour des 9 députés à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, nous avons fait une requête en recours, en omission, et je vais vous donner lecture de ce que la Cour a dit. Point 14. La Cour note que dans ce contexte, la réintégration des requérants à l'Assemblée nationale togolaise apparaît simplement comme une conséquence éventuelle d'une violation d'un droit de l'homme pouvant être constatée au détriment des requérants et non comme un chef de demande sur lequel la Cour doit statuer en tant que tel. D'accord. Traduction, ça veut dire que déjà dans le premier jugement, le
le retour des 9 députés à l'Assemblée nationale apparaît comme une conséquence de cette violation. Donc ça veut dire que la conséquence, ça veut dire le retour. C'est ça. Ce qui n'a pas été fait. Maître Konkun va nous l'expliquer. Ensuite, la Cour poursuit. À cet égard, la Cour observe que son arrêt, appelé en omission de statuer, a admis la violation d'un droit de l'homme, précisément le droit des requérants à être entendus par la plénière de l'Assemblée nationale et même ultérieurement par la Cour constitutionnelle. Aussi, la Cour constate-t-elle qu'en retenant les violations des droits de l'homme alléguées par Maître Isabelle Améganvi et ses co-requérants contre la République togolaise, elle a entièrement vidé sa saisine qui est de dire si l'État togolais a violé des droits de l'homme au préjudice des requérants. D'accord. Donc, c'est tellement clair. Aujourd'hui, le gouvernement togolais dit que les requérants ont été déboutés, que le jugement est en faveur de l'État togolais. Oui, mais c'était une violation totale, je dirais, de la justice régionale. Tout à fait. Ou alors la CEDEAO n'a pas elle-même les moyens de faire respecter, je dirais, ses décisions, non? Ben, en principe, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO prime sur la justice nationale. S'impose à tous les États membres. Absolument. Voilà. Très bien. Apollinaire? Oui, je dirais juste un mot là-dessus, c'est que lorsqu'un État, déjà comme l'État togolais, n'applique pas le droit interne de son propre pays, comment voulez-vous que cet État applique le droit international? Ça veut dire que c'est un pays qui est hors la loi dans la sous-région. C'est un pays qui est hors la loi. C'est un pays qui est membre de la CEDEAO. Absolument, absolument. J'aimerais dire un mot. Vous savez, le mal togolais est connu par les acteurs politiques, par les opérateurs économiques, par les associations, même par les rapports des Nations Unies. D'accord. Donc, tout est établi sur l'état des lieux du Togo. Donc, aujourd'hui, j'aimerais poser la question à monsieur Dupuis. Voilà. Que faut-il faire aujourd'hui? Quelles sont les stratégies mises en place pour que le peuple togolais puisse avoir accès à un mieux vivre, à un régime démocratique? Aujourd'hui, quelles sont les stratégies mises en place, effectivement, pour désarmer ce pouvoir autocratique? Vous savez, pour désarmer un pouvoir autocratique, il n'y a pas 1000 moyens. Hein. Soit vous prenez les armes, nous n'en avons pas les moyens puisque vous avez en face de nous une armée clanique de plus de 16 000 hommes, formée sous les ordres d'une seule famille. Comment voulez-vous qu'un peuple de 6 millions d'habitants puisse venir à bout de cette armée redoutable, redoutable, très difficile. Soit les élections. Nous avons l'habitude, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous avons l'habitude depuis des années des élections frauduleuses organisées. Je vous disais tout à l'heure que déjà dans le fichier électoral, il y a déjà plus de 360 000 électeurs fictifs, hein, et que toutes les institutions liées aux élections sont au bottes du pouvoir. Je peux vous citer la Cour constitutionnelle qui, dans l'affaire des 9 députés, a violé allègrement l'article 52 de la Constitution, qui dit notamment que toute... j'ai un trou. C'est pas grave, ça va revenir. Donc, cet article 52 a été violé par le président de la Cour constitutionnelle. Malgré ça, il est toujours là. Or, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats, qui valide et proclame les résultats. En fait, le système est verrouillé par, je veux dire... Voilà, le système est verrouillé partout. Troisième solution, négocier avec le pouvoir. À quoi ça servirait? Alors justement, on avait parlé d'une réforme, que la capacité du pouvoir se réformer de l'intérieur, c'est une illusion. C'est une illusion, parce qu'un pouvoir autocrate n'a qu'un seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, quoi qu'il arrive. Le père de Fogna Sibé est resté 37 ans ou 38 ans, mais il aspire à passer autant d'années à la tête du Togo, parce que ce sont des gens qui s'imaginent que le Togo est leur patrimoine. Oui. Donc, pourquoi céder leur patrimoine à un peuple qui en réalité représente un peuple d'esclaves? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc les élections sont fraudées d'avance, donc aller aux élections, ça ne rime à rien. Troisièmement, des négociations, négocier un pouvoir avec le pouvoir avec un pouvoir autocrate est totalement insensé, ça n'a pas de sens, puisque l'essence même des pouvoirs autocrates, c'est de se maintenir au pouvoir quoi qu'il arrive. Et ceux qui ont fait l'expérience s'en mordent les doigts aujourd'hui. Je peux citer Maître Agbouibo qui a été
Premier ministre à un moment donné, Gilchrist qui est en train d'expérimenter cette pseudo-cohabitation à ses détriments aujourd'hui, puisque l'UFC ne représente qu'une coquille vide aujourd'hui. Donc la seule solution, celle que nous connaissons, celle qui a fait ses preuves dans d'autres pays, c'est le soulèvement populaire. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités pour dire on en a assez. Mais je pense que le peuple... On arrive à la fin, on arrive au moment de... Voilà, il faut qu'on aille sur Libreville pour écouter le journal. C'est dans quelques secondes, on va reprendre le débat après le journal. Alors, si on vous comprend bien, alors pour résumer, quand même, avant de laisser l'antenne à Libreville, nous sommes, le Togo aujourd'hui entre l'impasse politique et ce qui vous reste à vous, en fait, en tant qu'opposant, de capacité de contestation, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique de tout mettre en œuvre pour empêcher des élections frauduleuses au Togo. Très bien. On en parle tout à l'heure, on continue d'en parler dans 10 minutes à peu près. Cap sur Libreville, dans quelques petites minutes, pour le journal préparé et présenté par la rédaction. On reprendra le débat juste après le journal. Le grand débat, c'est jusqu'à 20h sur la radio africaine. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Merci d'écouter Africa numéro 1, merci de votre fidélité. Le grand débat, c'est chaque jour sur la radio africaine du lundi au vendredi. C'est en multiplex, c'est au numéro de téléphone suivant que vous connaissez, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et partout ailleurs dans le monde, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. C'est dans la shootbox d'Africa numéro 1 sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat, et c'est également sur facebook.com/Le Grand Débat. Alors nous poursuivons ce débat sur la situation politique au Togo. Tout à l'heure, nous avions été interrompus. Non, la conversation avec un auditeur, Franck, avait été interrompue. Il nous est revenu. Franck est en ligne. Franck, c'est à vous. Oui, rebonjour, monsieur Alpo. Nous vous écoutons. Bon, je tenais à remercier monsieur Eric Dupuis et pour les informations qu'il nous a données le 2 juin passé. Et je tiens aussi à féliciter le peuple togolais. Vous savez, le peuple togolais est un peuple pacifique, mais courageux. Et nous avons en face de nous une armée tribale. Une armée composée que des gens de l'ethnie du chef de l'État. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de les dénoncer. Les bourreaux du peuple togolais, c'est les officiers du Nord. Ayons le courage de le dire. En plus, ce que je demande, qu'est-ce que la diaspora togolaise peut faire? Moi, ce que je demande à la diaspora togolaise, c'est qu'on occupe l'ambassade en France pour faire partie de ces gens-là, que nous aussi, c'est-à-dire, on fait une part dans notre révolution. Et je tiens à encourager ce peuple togolais qui est courageux, que la nuit est longue, mais le jour vient. Fonia Sibé, s'il ne sait pas faire, il va finir comme Kadhafi et son ami J.Christ Olympio. Merci. Le peuple a trop souffert. 50 ans depuis que le peuple ne demande que la liberté de vivre, de parler. Ils ont tué des gens, ils ont tué Tavio, ils ont tué... Franchement, c'est révoltant. Et j'appelle les intellectuels africains à au moins prendre la parole et dénoncer ce gouvernement. C'est pas un gouvernement, c'est des clans, c'est des gangsters qui tuent le peuple togolais. Je vous remercie et merci. Et je pense que le peuple togolais fera sa révolution et ce clan partira d'un jour à l'autre. Je vous remercie, monsieur Francis. Merci, mon cher Franck, merci infiniment. Alors, depuis, on revient à cette question, c'est que il y a quelques années, c'est vrai que la situation au Togo avait bénéficié d'un large soutien à travers le monde, et notamment les ONG qui avaient fortement soutenu l'opposition pendant de nombreuses années. Et il semble, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Tout à l'heure, Apollinaire Golongolo parlait de stratégie de l'opposition. Il y a eu, beaucoup d'erreurs qui ont été commises aussi au sein de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, Franck parlait à l'instant du rôle que peut jouer la diaspora dans cette situation, vis-à-vis de cette situation au Togo. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'essoufflement, je dirais, des soutiens dont bénéficiait il y a quelques années encore l'opposition togolaise? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'épuisement, même, je dirais, de cette opinion internationale à l'égard de la situation au Togo? Est-ce que le Togo n'est pas oublié aujourd'hui? Je ne sais pas si ce que vous appelez l'opinion internationale, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'opinion internationale, c'est l'opinion africaine, c'est vos voisins du Bénin, du Ghana, et au-delà même, l'Allemagne, et puis les ONG qui ont soutenu fortement vos actions, les actions de l'opposition. Pourquoi cette question? C'est tout simplement parce que ces opinions étaient déçues en quelque sorte par les stratégies mises en place régulièrement par l'opposition. Quand on globalise l'opinion internationale, c'est un peu faussé. Parce que bon... Vous avez remarqué, je n'ai pas dit communauté internationale. Oui, je sais, l'opinion. Tout à fait. C'est un peu globalisé, c'est un peu faussé. Dans la mesure où l'opinion internationale, notamment la française ou l'européenne depuis quelque temps, a
a boudé un peu l'opposition togolaise, a boudé un peu l'actualité togolaise. Je ne veux pas citer de nom de radio ou de télé, mais j'ai l'impression que ce qui se passe au Togo n'intéresse plus grand monde. Hein. Pendant longtemps, la communauté internationale a essayé de pousser l'opposition à collaborer ou à dialoguer avec le pouvoir dans le but de prendre le pouvoir petit à petit, oubliant que nous avons en face une dictature de plus de 40 ans et que le dialogue avec un pouvoir dictatorial n'aboutit jamais. Hein. Donc, il faut un travail chirurgical, il faut un changement clair et net pour pouvoir remettre le pays en route. C'est vrai, je l'ai dit au début, que l'opposition togolaise a peut-être failli également en cette période-là, peut-être par naïveté, parce qu'il faut dire que, bon, après tant d'années de dictature, le multipartisme a été un apprentissage pour le peuple togolais. Aujourd'hui, je pense que l'opposition le multipartisme est biaisé quand même. Voilà. Aujourd'hui, l'opposition togolaise a acquis une certaine maturité et je pense que sa stratégie de conquête du pouvoir est une stratégie qui est valable et qui peut permettre au peuple togolais de prendre sa responsabilité dans les prochains jours pour que le Togo acquiert cette paix, acquiert cette possibilité d'alternance politique dans les prochains jours. On va écouter Apollinaire Golongolo. Ensuite, on parlera de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Oui, allez-y, Apollinaire. Petite question à poser. Il y a une échéance politique qui se profile à l'horizon, c'est le mois d'octobre, les élections législatives. Voilà. Quelle stratégie adopter pour ces élections législatives, sachant qu'il a été indiqué ici que les élections sont d'avance truquées? Que peut-on faire justement pour que ces élections soient les plus transparentes et les plus crédibles? C'est pour ça qu'on va manifester. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les rues depuis hier. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection au Togo tant que les réformes nécessaires pour des élections transparentes et équitables ne seront pas mises en œuvre. Je vous rappelais tout à l'heure que l'APG, l'accord politique global que nous avions signé en 2006, prévoyait des réformes qui devraient permettre des élections transparentes et équitables. Le pouvoir en place, le pouvoir RPT n'a rien fait pendant 4 ans et aujourd'hui, à la veille de l'élection législative, le pouvoir se réveille et veut amener le peuple de force vers des élections frauduleuses. Nous disons non. Et nous disons que il n'y aura pas d'élection. Nous ne disons pas que nous allons boycotter l'élection, mais nous allons nous battre pour que des élections frauduleuses n'aient pas lieu. Nous avons le temps de préparer ces élections-là. Nous n'avons pas une échéance obligatoire, hein, sur le plan légal, puisque notre Constitution prévoit que, en cas de problème, la législature continue jusqu'à la mise en place d'une nouvelle législature. Donc, donnons-nous le temps. Hein. Je vous disais tout à l'heure que notre fichier électoral est corrompu. On ne peut pas faire une mise à jour de ce fichier. Donc, il est important de refaire un recensement électoral. Vous croyez qu'en 3 mois, on va pouvoir faire un recensement électoral, réviser le code électoral, faire un découpage électoral cohérent et mettre en place les institutions chargées d'organiser et de superviser les élections? Moi, je dis non. Il faut beaucoup plus de temps. Rien ne presse le peuple togolais si on veut la paix, si on ne veut pas que le peuple se retrouve dans une situation analogue à celle de 2005. En tout cas, il faut se donner la peine, il faut se donner le temps de préparer ces élections pour que, pour une fois au Togo, nous puissions dire nous avons organisé une élection transparente, équitable et acceptable par tous. Mesdames les coucous. C'est une situation qui inquiète beaucoup. Moi, je reviens à la question que vous posiez, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas essoufflement, parce que je pense que est-ce qu'on a suffisamment, au moins au niveau de l'opinion internationale, on s'est beaucoup interrogé sur les effets de la conduite de Monsieur Olympio. Absolument. Parce que je crois que... Il y a un contentieux Olympio quand même. Moi j'ai le souvenir, j'avais des amis togolais en ce temps-là, il y avait, je sais plus comment s'appelait le mouvement, quand Olympio venait ici à Paris, mais c'était des foules et des foules, absolument, en fait, qui se déplaçaient. Et je crois que ça pose beaucoup la question en Afrique, un peu de ces opposants qui sont très charismatiques. On a vu au Congo... Dit historique. Voilà, on a vu au Congo le cas de Monsieur Kolela.
qui drainait des foules. Beaucoup de gens même se mettaient à genoux devant lui. Et on l'a vu comment finir entre les jambes gilets de Sassou. Et il y a peut-être que, j'entends pour nous qui sommes l'extérieur, parce que moi j'entends aussi l'appel qui a été lancé tout à l'heure. Nous sommes tous concernés, parce que partout en Afrique, quand ça va pas, ça va pas. Et il y a peut-être, ne fût-ce qu'un débat à mener à ce niveau-là, pas forcément pour demander à M. Olympio de s'expliquer, mais je veux dire que il y a un débat de sensibilisation, parce qu'à terme, vous êtes là, vous parlez, on peut se dire, mais est-ce que qu'est-ce qui garantit que vous irez jusqu'au bout du combat? Votre travail est devenu beaucoup plus difficile, Éric Dupuis, c'est vrai. Bon, vous êtes chargé de communication de l'ANC, donc vous êtes là aussi pour ça. C'est vrai qu'il y a un avant et un après Olympio, et que pour l'opinion internationale a reçu comme une douche froide. L'opinion qui vous soutenait et qui soutenait l'opposition togolaise a reçu comme une douche froide, ce revirement spectaculaire d'Olympio, considéré longtemps comme la figure charismatique de l'opposition et qui a rallié le pouvoir. Et encore, on sait très bien, je veux dire, que son opposition s'est déroulée, enfin, s'est manifestée pendant des années sur fond de tragédie, je dirais, personnelle, puisque son père avait été tué, assassiné, donc, par le régime qu'il combattait. Donc tout cela, évidemment, je pense que il y a eu un tournant, et aujourd'hui, pour l'opinion internationale, il y a un contentieux Olympio qui n'est pas suffisamment, je dirais, vidé par l'opposition que vous représentez aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que l'opinion internationale a mal vécu ce pacte de Gilchrist avec le pouvoir en place. Et je peux vous dire que l'opinion nationale également a considéré ça, a vécu ça comme une trahison. C'est un traumatisme. Un traumatisme. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir que ce traumatisme vécu par la population togolaise est en passe de finir, puisque aujourd'hui, l'opposition démocratique peut mobiliser jusqu'à 600 000 personnes dans les rues. Et que la population togolaise vivant au Togo est prête aujourd'hui à se mobiliser encore comme par le passé. Je pense que c'est tout un travail d'explication, tout un travail de mobilisation qui a été mené depuis 18 mois. Ce travail commence à porter ses fruits. Maintenant, il nous appartient à nous également de mener cette activité d'information et de mobilisation vers la diaspora togolaise à l'étranger. Tout à l'heure, Franck parlait de mes interventions le 2 juin dernier. J'étais à Lille, j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles. Donc, pour pouvoir parler à cette diaspora togolaise, petit à petit, je pense que nous allons pouvoir faire comprendre le changement qui est en cours à nos compatriotes. Mais en même temps, merci d'ailleurs pour l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui de pouvoir m'adresser à l'opinion internationale. C'est que il faudrait apporter un peu plus d'explications à cette opinion internationale, les situer davantage sur la réalité du terrain, de manière à ce que nous soyons peut-être un peu mieux compris. On écoute un auditeur et ensuite on revient en plateau. Monsieur Kadjo qui nous appelle, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Francis, bonsoir Monsieur Dupuis, bonsoir à vos invités. Nous vous écoutons. En fait, moi-même je suis d'origine. Moi, je me rappelle en 92, j'avais 15 ans. Je suis sorti dans la rue en 92. Vous imaginez, j'ai été battu par le régime EADM en 92. Ma grand-mère, paix à son âme, elle avait pleuré quand elle m'a vu. Paix à son âme, elle a pleuré. Mais on était dans l'idée, j'avais 15 ans, je connaissais rien de la politique, mais j'aimais la politique. Vu que j'ai vu que c'était notre sauveur à l'époque. Maintenant, il nous a trahis. Tout le monde le sait. Maintenant, j'ai 35 ans. Maintenant, je me demande ce que maintenant la NC nous propose, nous, la diaspora, qu'on puisse les aider. Parce que si on veut passer par la voie électorale au Togo, jamais, fort, il ne va jamais partir. Oui. Il a fait comme son papa. Donc, je propose à l'opposition d'abord de s'unir. D'abord, les vieux qui sont là-bas, soi-disant opposants, s'il vous plaît, donner la place à la jeunesse. Nous, ça fait 10 ans que je suis en Europe, on est un peu instruits pour voir ce qu'on peut faire pour aider le Togo. Parce qu'il y a des vieux qui nous bloquent le chemin d'abord. Moi, je suis parti au Togo en décembre, j'ai vu qu'il n'y a rien, la population souffre, mais elle souffre là-bas. Donc, moi, j'aimerais que l'opposition, M. Dupuis, s'il vous plaît, donne-nous une chance. S'il faut qu'on bloque l'ambassade, comme il a été dit tout à l'heure, M. Franck, on est prêt à le faire. Moi, je suis prêt à mourir parce que j'ai déjà été frappé par le régime, donc j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai envie de vous rencontrer, mais aussi un jour, pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut faire pour sauver le Togo. Parce que nous sommes nés sur le régime de l'ADEMA. Je ne veux pas mourir encore avec ce régime de l'ADEMA. Quand même, on va où là? Oui. On en a marre de ce régime de force dictatoriale. Monsieur Dupuis, s'il vous plaît, n'ayez pas aux élections, parce que ça, c'est toujours la même chose. En 2005, il y a eu 500 morts. Attendez, on est où là? 500 morts. Et puis, ils disent rien, l'Union européenne. Attends,
vraiment, j'ai mal au cœur, quoi. J'ai mal au cœur. J'aime les images hier sur Facebook et comment ça s'est passé au Togo à Décon. Vraiment, ça fait mal au cœur. Oui. Merci beaucoup. Merci, mon cher Kadio. On va marquer une pause. Le chronomètre nous l'impose. Et ensuite, on écoutera notre auditeur, monsieur Marcel, qui nous appelle de Dublin, en Irlande. Et on passera aux conclusions de ce débat. Conclusion forcément provisoire, bien entendu. On revient dans quelques instants. Ne partez pas, restez avec nous. Jusqu'à 20h sur Africa numéro 1, c'est le grand débat. Le grand débat, Francis Laloupeau. Avec le débatteur polémiste Apollinaire Ngolo, maître Dominique Kounkou et notre invité Eric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, opposition togolaise, et avec tous les auditeurs évidemment et nos amis sur Internet, Bernabé Sédoufio, qui nous dit sur Internet, le gouvernement togolais fait fi des revendications légitimes d'une bonne partie du peuple togolais, qui réclame une fois de plus des élections libres, transparentes et crédibles pour permettre l'alternance politique au Togo. Bon vent aux Togolais, dit Bernabé Sédoufié. Et nous écoutons tout de suite monsieur Marcel, qui est en Irlande, à Dublin. Marcel, bonsoir. Bonsoir Francis. Bonsoir à Dupuis. Oui, j'entends que ces partisans de l'ANC et du collectif Sauvons le Togo. Bon, ce matin, nos camarades ont été reprimés. La population a été reprimée. Bon, on nous a promis une conférence de presse Sauvons le Togo. Je crois que Dupuis est mieux placé pour nous informer. Qu'est-ce qu'il y en est? Il paraît que le pouvoir aurait demandé qu'il pouvait suspendre le code électoral, ou bien la loi qui a été votée, ou bien l'annuler. Alors, si le pouvoir annulait, est-ce que le mouvement va cesser? Pourtant, on nous a prévu que le mouvement était prévu pour 3 jours. Aujourd'hui, ils ont été reprimés. Bon, quelle est la suite? Nous voulons savoir quelle serait la suite à venir. Marcel, monsieur Eric Dupuis va vous répondre. Merci beaucoup. Oui, juste avant de rentrer dans vos studios, j'ai eu Lomé. La conférence de presse était prévue peu de temps après, donc je crois que la conférence de presse doit être en cours actuellement. Et le mot d'ordre, c'était d'inviter les populations à rejoindre Décon demain pour continuer la manifestation telle que prévue. De toute manière, cette manifestation était prévue pour 3 jours, mais en réalité, c'était des manifestations perlées qui devaient durer pendant plusieurs jours, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Ce n'est pas parce que cette manifestation d'hier a été réprimée et dispersée aujourd'hui que le peuple togolais est prêt à baisser les bras. Bon, en ce qui concerne le report ou le retrait de la loi, vous savez, il y a plusieurs choses dans les revendications que le collectif a soumis. Il y a le retrait de la loi, il y a le respect, la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CNDH. C'est ça. Il y a le retour des 9 députés à l'Assemblée nationale. Il y a l'arrêt des violations des droits de l'homme, parce que ça continue. Donc, et la garantie de transparence aussi pour les élections législatives. Le peuple togolais est en droit aujourd'hui d'exiger du gouvernement le respect de la Constitution, le respect des droits de l'homme et l'organisation des élections crédibles, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que une réelle alternance politique soit mise en œuvre au Togo. Lucien Lafricano qui nous écrit sur facebook.com/le grand débat, qui vous posait la question justement de savoir quelle était la revendication principale du mouvement. Vous venez de lui répondre. Il a la réponse. Maître Kounkou et ensuite Apollinaire Ngolo, on va passer aux conclusions. Oui, alors moi d'abord ce que je pense c'est que on a j'entends dans la compréhension qu'on peut avoir quand le contentieux d'Olympio va être levé, une décision par exemple que je trouve magnifique, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui exige au fond d'une certaine manière le retour de ces 9 députés. Je crois que quand il y a une défaillance au niveau interne, quand un État ne veut pas s'exécuter, on peut trouver des relais extérieurs. En l'occurrence, on est là, on peut aussi amplifier le mouvement, y compris dans des émissions comme ça, mais aussi au niveau des actions de justice. Mais là, en fait, la solidarité qui sort de nous, c'est uniquement parce qu'on voit que le peuple est dans la rue. Mais peut-être qu'il y a une sorte d'autopsie qu'il faut faire, au moins une explication de fond qu'il faudrait arriver à donner, de telle façon qu'il y ait ce qui était dévolu au charisme de Monsieur Olympio puisse au fond vous revenir comme un fonds de commerce, enfin un fonds politique. Voilà. Voilà mon sentiment. Je crois qu'il y a quelque chose à expliquer et qui
qui est très, très urgent pour que nous soyons tous derrière vous et peut-être qu'on soit des relais par rapport à la souffrance de ce peuple. J'aimerais pas répondre à la place d'Éric Dupuis, mais Jean-Pierre Fabre bénéficie d'un crédit quand même tout à fait estimable au Togo aujourd'hui, hein. Patron de l'ANC. Apolline Ngolo-Ngola, juste avant ça, par rapport à la question de la Cour de justice de la CEDEAO, est-ce que la réaction de l'État togolais aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que l'État togolais se comporte comme un État voyou vis-à-vis de la CEDEAO? Non, l'État togolais ne se comporte pas comme un État voyou. L'État togolais est un État voyou. Ah ben, c'est encore mieux. Ça, c'est vrai, parce que quand vous voyez un État qui viole allègrement la Constitution, les lois de la République, les droits de l'homme, même les droits de l'homme des députés, et même, vous savez, Faure Gnassingbé non seulement a mis en prison son propre frère, mais en violant son droit de député, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de levée d'immunité parlementaire avant que ce député, cet élu de la nation, ait été jugé. Nous l'avons relevé, nous, à l'ANC. Pourtant, nous n'avons pas de sympathie particulière pour cet homme, mais nous avons exigé que l'immunité parlementaire de M. Kpakia Gnassingbé soit levée, ce qui n'a jamais été fait. Hein. Donc, c'est un État qui considère les populations comme un peuple d'esclaves, qui se considère au-dessus des lois et qui fait ce qui lui plaît. Dites-vous que dans un pays normal, hein, quand une population, 1/10 de la population se soulève, dit nous ne sommes pas d'accord, ou près de 60%, 70% de la population d'une ville, d'une capitale se soulève, au moins on écoute, on essaie de comprendre, on essaie de dialoguer. Faure Gnassingbé n'a qu'une seule solution, c'est d'envoyer l'armée, tirer sur les gens, bastonner les gens, arrêter les gens et les enfermer. C'est ça, la politique d'un gouvernement voyou. Il faut le dire ici et le répéter encore pour nos auditeurs, n'oublions pas le Togo, n'oublions pas le Togo surtout. Hein. Apolline Ngolo-Ngola, votre conclusion? Oui, ce qui est déplorable, c'est que la situation du Togo fait un peu ce qu'on peut dire jurisprudence, où avec une opposition à géométrie variable, comme dans tous les pays, on a cité tout à l'heure l'exemple du Congo-Brazzaville avec Kolela, l'exemple de la RDC par exemple avec Tshisekedi, l'exemple du Gabon avec Mba Bessol, le Cameroun avec John Frundi, etc., etc. On n'a pas d'opposition ferme qui vont jusqu'au bout de leurs actions. Là, le peuple est toujours là. Là, le peuple togolais vient de se soulever. Il n'y a pas que le peuple togolais, il y a eu le peuple congolais et tout. Mais devant le peuple ou derrière le peuple, on a du mal à trouver des leaders politiques qui aillent jusqu'au bout de leur action. Vous répétez là, mon cher. On a tout à l'heure parlé d'Olympio. Moi, j'ai peur que l'action que vient de faire le peuple togolais soit un coup d'épée dans l'eau. Si cette action n'est pas encadrée, menée jusqu'au bout par des leaders qui ont des idées fermes jusqu'au bout. Apolline se répète un peu, mais c'est pas grave. Mais oui, je tiens à le dire. Mais ce n'est pas la première action de l'opposition togolaise. Et je suis désolé, mais enfin bon, je veux dire, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais il y a eu 500 morts. Nous parlons en du 2005. Togo. Il y a eu beaucoup de morts. Que s'est-il passé depuis ce sacrifice? Beaucoup de morts depuis 50 ans. Mais vous je pense compte que nous devons respecter tout simplement, nous incliner devant tous ceux qui sont tombés et des opposants ont payé quand même le prix fort, hein, à la situation du Togo. Francis, il y a eu près de 500 morts. Oui, mais donc, non, mais je vais vous dire simplement que, non, mais quand vous parlez quand vous parlez de fermeté de l'opposition, excusez-moi, mais au Togo, l'opposition fait ce qu'elle peut, elle est ferme. L'opposition se bat et l'opposition, beaucoup sont tombés aujourd'hui et je pense qu'il faut s'incliner devant leur mémoire, tout simplement. Alors, juste pour terminer, mon cher Éric Dupuis, alors, juste un mot, sur cette fameuse commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a rendu le premier volet de son rapport au gouvernement, il y a quelques semaines. Alors, quel crédit vous accordez à cette initiative du pouvoir, cette commission dont présidée par Monseigneur Nicodème Bariga? On sait qu'après la remise de ce rapport, le président Faure Gnassingbé avait demandé pardon au peuple togolais pour tous les crimes commis et toutes les violences commises au Togo depuis 5 décennies. Comment l'opinion a-t-elle réagi à cet acte de contrition? Vous savez, si réellement M. Faure Gnassingbé avait conscience de ce pardon, je ne pense pas qu'aujourd'hui il chercherait à passer en force encore des élections frauduleuses qui risqueraient d'entraîner autant de morts en 2012. Si Monsieur Faure avait vraiment conscience de cette contrition, je ne pense pas qu'il aurait envoyé la soldatesque pour réprimer
une manifestation pacifique de plus de 600 000 personnes à Lomé aujourd'hui. Donc vous voyez que tout ça là, c'est du cinéma. Et la famille Gnassingbé nous a habitués à ce cinéma. Bon, maintenant, pour répondre à la question concernant la commission Vérité, Justice et Réconciliation, pour nous, à l'ANC, nous n'avons pas voulu donner un quelconque crédit à cela, parce que généralement, pour une telle commission, c'est après, quand il y a changement de pouvoir, que on met de telles commissions en place. Parce qu'on ne peut pas demander aux criminels d'organiser le pardon. On ne peut pas demander aux criminels de s'auto-juger. Hein, dans cette commission, vous avez Madame Changai Wala, qui est la vice-présidente de cette commission, qui était la présidente de la CENI en 2005, et qui a organisé les fraudes qui ont entraîné plus de 500 personnes, de décès de 500 personnes. 500 personnes, ce sont, c'est le résultat du rapport des Nations Unies. Mais en réalité, il y a eu plus que ça. Nous, on estime cela à près de 1000 morts. Et je l'ai vu de mes propres yeux, hein, puisque j'étais sur le terrain en ce moment-là. C'est difficile d'aller témoigner devant les tortionnaires en disant voilà, on m'a battu, on m'a cassé ma maison, on a tué mon fils, ainsi de suite. Donc nous on considère que c'est une mascarade et cela ne rime strictement à rien. Et d'ailleurs, les résultats n'ont pas apporté grand-chose. Puisque l'État togolais ne met pas en application les recommandations de cette commission. Merci Eric depuis d'être venu. Hein. On vous dit bon courage. Hein. C'est moi qui vous remercie. Et bon retour en tout cas à Lomé. Je rappelle, vous êtes chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, c'est l'ANC, opposition togolaise. Merci encore une fois d'être venu. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Laloupo. Dans quelques instants, nous allons parler de toute autre chose. Menace sur la diffusion des œuvres littéraires africaines. Ça se passe ici à Paris, en France. On en parle tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupo.